J'ai le plaisir de vous présenter cette première session sur du vibe coding avec OCI Enterprise AI. Donc, je vais définir ce que c'est et mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer des nouveaux concepts que beaucoup de gens utilisent déjà aujourd'hui. C'est des choses qui sont très récentes, mais qui sont rentrées très vite dans les habitudes de plein de gens. Je vais expliquer ce terme vibe coding qui est tout à fait nouveau. Certains d'entre vous, je suis sûr, font ça tous les jours. Certains ne savent pas ce que c'est. Je vais parler comme je disais il y a quelques minutes, aussi AI Enterprise AI et les agents. Qu'est-ce que c'est? Et je vais aussi faire pas mal de démos pour montrer des cas pratiques. Ce sera des démos voilà, très pratiques sur tout ce qui est développement. La raison, j'ai choisi le cadre DevOps. J'expliquerai aussi ce que c'est DevOps, parce qu'en fait, DevOps englobe une grosse partie des tâches qu'on fait pendant un cycle de développement d'une application. Et donc, je vais faire beaucoup de démos concernant ces use cases de DevOps. Alors, pour commencer, quelques petites définitions et essayons de mettre le cadre. On va parler de vibe coding. Donc, qu'est-ce que c'est du vibe coding? C'est le fait que on peut demander à une intelligence artificielle de développer un logiciel juste en lui posant une question en français, en anglais. Et en posant cette question, cette demande, l'intelligence artificielle va créer une application pour nous. En fait, on ne va pas écrire de code. Si on demande de générer une application en Java, ben, il va générer une application en Java. On demande une application en Python, il va générer une application en Python. Et en fait, ce vibe coding, c'est finalement, ben, on va parler, on va poser des questions, écris-moi ça, oh, ça ne marche pas comme je veux, change-moi ça, et l'application va être changée toute seule. Alors, et c'est l'AI qui va nous aider à faire ça. Alors, c'est un terme que peut-être certains d'entre vous ont l'impression qu'il existe depuis toujours, mais finalement qui existe que seulement depuis mars 2025. Et donc, c'était un terme de l'année. Donc j'espère que vous voyez mon browser ici. Attendez, voilà, ici. En fait, c'était le terme de l'année du dictionnaire Collins en 2025, alors que le mot avait moins d'un an. Et donc en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le vibe coding, c'est une façon émergente de développer des applications qui transforment le langage naturel en du code d'ordinateur en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc c'est le mot de l'année en 2025. Et ce terme a été popularisé par Andrej Karpathy, qui est en fait un ancien directeur de l'intelligence artificielle chez Tesla et qui a aussi aidé à fonder OpenAI. Et en fait, il décrit ça comme étant une façon de créer quelque chose en oubliant même que le code existe. Alors ici, il y a un monsieur qui dit, en fait, moi, je voudrais bien que tu me crées une application calme avec des choses qui bougent. Et en fait, l'application est créée toute seule. Il n'a pas écrit de code, en fait, l'application a été générée toute seule. Et puis l'application démarre et en fait, on voit les poissons qui bougent et le chat qui est content. Et donc, en fait, il n'a pas vraiment écrit. Il y a eu du code, il y a eu beaucoup de code même, peut-être. Mais en fait, cette application, c'est l'intelligence artificielle qui l'a écrite. Alors, donc si je retourne dans ma présentation, donc en gros, ce qui se passe, c'est que on a demandé quelque chose, je voudrais bien une application avec des poissons qui bougent. Et en fait, ce que l'intelligence artificielle va faire, c'est en fonction du contexte, peut-être j'ai pas encore d'application aujourd'hui, donc il faut créer une nouvelle application pour mes poissons. En fait, il n'y a pas de contexte, donc il va pouvoir créer du code et générer cette application. De temps en temps, l'application existe déjà. Donc l'intelligence artificielle va devoir s'adapter à ce qui existe, peut-être aux règles de développement d'un projet bien particulier, et il va générer du code basé sur le contexte qui existe. Donc, par exemple, je voudrais rajouter un requin dans mon application avec des poissons et il va rajouter ça, d'accord? Juste en posant des questions, le code va être généré, il peut être revu par quelqu'un et il peut être distribué ou envoyé vers des utilisateurs finaux. Alors, pour essayer, même chose encore de cadrer, en quoi est-ce différent de ce qui existait avant? Donc, la chose qui est la plus proche de la génération de vibe coding, des générations de code avec du vibe coding, c'est le no-code et par exemple, dans le cas d'Oracle Apex. Avant que le vibe coding existait,
il était déjà possible de créer une application sans écrire de code. On allait juste dans Apex, qui est en fait une application avec un browser, et puis on choisissait les tables qu'on avait envie d'utiliser, on faisait du drag and drop, on cliquait next, 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 et l'application était générée sans qu'on ait écrit une seule ligne de code. C'est très bien, mais c'est des cas qui sont simplement limités à la génération de programmes pour voir des données dans une base de données, les modifier, etc. Et donc Apex permet de faire ça très bien sans une seule ligne de code. Donc c'est facile et c'est aussi facile à modifier par après parce qu'en fait il n'y a pas de ligne de code à se souvenir parce que il n'y a rien. C'est juste une application qui a été configurée. À contrario du vibe coding, où en fait on va dire je voudrais bien créer une application qui fait ceci ou qui fait cela. En fonction du contexte, Léa il va créer du code et vous allez voir pendant les démos, de temps en temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de code qu'il va falloir à un moment donné maintenir. Donc ce code qui a été généré, ben voilà, il est là et donc l'humain est quand même responsable de la sécurité et de la qualité de ce code. Et donc, si le code il fait quelques milliers de lignes ou des centaines de milliers de lignes, c'est très compliqué, surtout un code qui a été généré, de savoir s'il n'y a pas de problème dedans. Donc en fait, euh, c'est bien, il va pouvoir nous générer quelque chose dont on va être responsable. Mais aussi, mais en plus, enfin, en différence par rapport à Apex, euh, quand on fait du vibe coding, on n'est pas limité à un cas de base de données. On peut lui demander de créer un jeu ou créer des choses auxquelles on n'a pas pensé, qu'on a créé une application qui est très limitée, enfin qui est limitée dans son scope, comme Apex qui permet de gérer des données d'une base de données. Ici, on peut créer ou demander à l'intelligence artificielle de générer n'importe quel type de programme. Donc, par exemple, un jeu, comme je disais il y a 2 minutes. Alors, donc, quand on va faire ce vibe coding, bah, il y a différentes échelles, différents use cases dans lesquels on peut nous demander à l'intelligence artificielle de nous aider. Donc, une première chose, ce serait par exemple de dire, ben, j'ai un programme qui existe déjà, et un peu comme un correcteur orthographique, je suis en train d'écrire quelque chose, peut-être qu'il peut m'aider à que je ne fasse pas d'erreur de syntaxe pendant que j'écrive ma ligne. Ou peut-être à deviner la ligne suivante. Comme ça, je ne suis pas obligé d'écrire toutes les lignes et en fait, il m'aide à rajouter ligne par ligne. Donc, faire des petites éditions. Et complètement de l'autre côté du scope, on peut imaginer une application qui n'existe toujours pas. On va dans son browser et on lui dit génère-moi une application qui fait ceci, ceci, cela. Et l'intelligence artificielle génère l'application complète sans demander l'avis à personne et il va tout faire tout seul. Et donc, ou bien l'application, on génère juste une toute petite partie de code avec une ligne, ou bien on génère une application complète. Et il y a évidemment tout ce qui se trouve entre les deux. Et c'est principalement ici que je vais me trouver pendant les démos, même si j'ai une super application de démo où on génère tout d'un coup. Voilà, on va se trouver ici aujourd'hui. Et principalement, vu qu'on est ici pour apprendre, euh, donc je vais aller dans un éditeur de texte, dans ce qu'on appelle un IDE, un éditeur de texte où on verra du code et on va demander à l'intelligence artificielle de générer du code pour nous. Je ne vais pas écrire une seule ligne de code, je vais demander à l'intelligence artificielle de générer le code et on va voir ce code qui est généré et on verra comment ça marche. Alors, quand ce code sera généré, qu'on aura bien vu ça, on va faire des use cases un peu plus compliqués, on va développer, on va déployer l'application ou des applications dans le cloud de façon gouvernée. On va aussi avoir des agents, on verra de ça tout à l'heure, qui vont tourner en tâche de fond. Donc on ne verra pas, mais qui feront quelque chose chaque fois que quelque chose se passera, etc. Et donc ça va être le scope d'aujourd'hui. Alors, vu que c'est une question que j'entends souvent, euh, je vais essayer d'y répondre avant de commencer la présentation. Question que vous ayez enfin, le même genre d'idée que moi avant de démarrer. Si vous n'avez jamais vu du vibe coding ou si vous faites du vibe coding, toujours un peu la question c'est est-ce que le vibe coding c'est bien pour tout? Est-ce que je peux par exemple demander à l'AI de générer tout et n'importe quoi? Alors la réponse est un peu nuancée, c'est ni oui ni non, et ça dépend un peu du use case, de ce que vous voulez faire. Donc par exemple, si on veut générer une interface ou un site web, euh, euh, utiliser de l'intelligence artificielle marche relativement bien. Parce qu'en fait, si la couleur d'un bouton ou la couleur d'une icône ou la couleur de l'écran n'est pas tout à fait bonne ou peut-être pas tout à fait au bon endroit, c'est pas complètement critique. Et donc, l'application et l'interface utilisateur est toujours bonne.
Si on peut générer des applications qui se connectent à des bases de données, assez standard, l'intelligence artificielle va bien faire son job. Si on veut générer des tests ou de la documentation, c'est toujours, s'il y a un peu des erreurs dans les tests, un peu des erreurs dans la documentation, de toute façon, il y en a toujours eu. Certains diront, donc, c'est pas vraiment grave, donc l'intelligence artificielle peut aider pour faire ça. Mais par contre, quand on va se retrouver dans une application qui est en production avec un système, par exemple, qui tourne dans une banque, ben, si l'application de production dans la banque, demander à l'intelligence artificielle de modifier des centaines ou des milliers de lignes qu'on n'a pas compris en quelques secondes est peut-être pas nécessairement la meilleure idée du monde. Et si vous avez eu l'occasion de travailler avec ce genre d'application, souvent modifier une ligne peut avoir des conséquences énormes, très, très loin dans un autre programme qu'on ne connaissait pas. Donc en fait, ça a besoin d'une certaine stabilité, de beaucoup de tests. Voilà. Donc on ne modifie pas du code comme ça, comme on veut, en faisant de l'intelligence artificielle. Mais bon, on peut le faire, mais il faut le bon process qui va avec. Donc il faut faire un peu attention. Alors, la question qui suit souvent, c'est, oui, bon voilà, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais bon, l'intelligence artificielle aussi, elle évolue beaucoup, et dans quelques années, ce sera comment? Donc, j'ai pas de réponse à ça, juste que je peux montrer ce qui se passe aujourd'hui, enfin au moins l'état des lieux aujourd'hui. Si je prends par exemple deux études ou deux façons d'étudier ou deux façons de mesurer l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a par exemple le rapport de Metter qui mesure l'évolution de l'intelligence artificielle ou du nombre, on va dire du nombre de fautes, le temps qu'il lui faut pour faire des fautes et complètement, enfin faire des choses qui n'ont plus aucun sens dans le temps. Donc si on regarde par exemple GPT-2 et en 2019, il arrivait à faire des choses où pour un humain il fallait entre 1 et 9 secondes pour faire cette tâche. En 2022, GPT-3 était à faire des tâches qu'un humain fait entre 15 secondes et 1 minute. En 2024, il est arrivé à 4 minutes et puis en 2025, GPT-5 est arrivé à faire des tâches qui prennent pour un humain entre 1 heure, 1 h 50 à 6 heures, hein. Et comme vous voyez, ça monte de façon complètement exponentielle et on voit pour l'instant Claude Puce et Claude Mythos qui arrivent à faire des tâches qui sont tellement complexes que les tests, quand ils ont été créés, ne pensaient pas qu'on y arriverait. Ils sont arrivés à faire des choses très, très, très compliquées. Ici, on voit que c'est GPT 5.0. Il faut imaginer que GPT 5.5, qui est la dernière version d'OpenAI, se trouve aussi dans des zones par là. Alors, une autre façon de voir l'intelligence artificielle, ou les modèles d'intelligence artificielle, c'est ce rapport. Bon, il y en a des tas, mais celui-ci, je l'aime bien parce qu'il montre trois choses. Il montre l'intelligence, la vitesse et le prix. Donc, c'est trois critères relativement différents. Et si on va au niveau de l'intelligence, en fait, on voit que pour l'instant, on est en mai 2026, GPT 5.5, dans tous les tests, dans la somme de toutes les tests, ou dans la moyenne de toutes les tests, fonctionne le mieux. Il a réussi à dépasser Opus, donc Claude 4.7 récemment, et il est aussi un peu devant Gemini. Et bon, si vous suivez un peu l'actualité, ils ont tendance à faire saute-mouton. Il y en a un qui passe devant et le suivant va repasser devant, etc. tout le temps. Mais donc derrière, en fait, il y a énormément d'autres modèles qui existent. Des modèles chinois qui sont ici. Grok, qui est le modèle de XAI, qui est finalement très très près, avec des points très très similaires. Il y a le modèle Qwen ici. Il y a Mistral, un modèle moyen de Mistral qui se trouve ici. Gemini que j'utiliserai tout à l'heure. Mon Gemma que j'utiliserai, c'est un modèle open source de Google que je vais utiliser tout à l'heure. Nemotron, un modèle d'NVIDIA, etc., etc. Donc en fait, on voit que ces modèles évoluent, et même les petits modèles, ils montent en compétences avec le temps. Alors ça c'est un des critères. Un deuxième critère, c'est le coût. Parce que bon, imaginons, vous essayez d'évaluer, et c'est ce qu'ils font ici, ils essayent d'évaluer la qualité de l'intelligence artificielle, mais pour ça, ils doivent utiliser l'intelligence artificielle pendant un certain temps, payer un certain coût. Et en fait, on voit que pour juste calculer ce benchmark, en fait, ça coûte 5 000 $ avec Opus. Ça coûte 4 000 avec Claude Sonnet, ça coûte 3 000 avec GPT 5.5,
Et alors, si on voit par exemple Grok, qui était finalement pas très loin dans le score tout à l'heure, lui ne coûte que 400. Et alors, il y en a qui coûtent beaucoup moins cher, des DeepSeek ici et des GPT-OSS qui sont dans les 60, 70, l'NVIDIA Nemotron qui est vers les 140. Donc il y a des grosses différences de prix pour faire la même chose, en disant que, bon, évidemment, il y en a un qui donne des résultats qui sont meilleurs. Alors, un autre facteur aussi, c'est la vitesse. Et alors, ici, c'est la vitesse à laquelle le programme va générer quelque chose. Et en fait, on voit que la version open source d'OpenAI, qui s'appelle GPT-OSS, est excessivement performante. Et donc, ben voilà, c'est un autre critère. Et donc, le choix d'un large language model peut se faire basé sur soit la qualité qu'on veut, donc soit le coût qu'on est d'accord de payer, parce qu'on n'a pas nécessairement toujours besoin d'un doctorant pour écrire un code de programme ou un programme Hello World comme on va faire tout à l'heure. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est l'état de l'AI actuellement et je vais retourner dans la présentation. Donc dans le reste de cette présentation, je vais surtout faire des démos. Et les démos, je vais les faire dans un éditeur de texte qui s'appelle Visual Studio Code. Et dans cet éditeur de texte, je vais installer un assistant. Je vais installer l'assistant Klein, qui est pour l'instant l'agent le plus utilisé en version open source, ou un des agents les plus utilisés en open source. Il y en a un autre qui se trouve dans un terminal open code que je montrerai aussi peut-être tout à l'heure, qui fonctionne de la même façon. Vous verrez, le setup est complètement identique. Et donc, ceci va me permettre de générer du code et d'utiliser un modèle, un large language model, un des large language models qu'on a vu tout à l'heure, pour écrire ce code. Alors, pour, donc, dans ce que je vais montrer dans toutes mes démos, je vais me baser sur un cycle DevOps, c'est-à-dire le fait que quand on développe du code, on ne développe pas souvent du code tout seul dans son coin pour faire tourner sur son ordinateur, mais on suit une certaine procédure pour pouvoir rendre le code disponible à des utilisateurs finaux. Et donc, cette façon de travailler, on va dire ce concept de quel est le bon processus à suivre pour donner un logiciel à des utilisateurs finaux, s'appelle le DevOps. Et donc voilà, toutes les démos que je vais montrer aujourd'hui vont être basées sur différents moments de ce cycle DevOps. Alors, c'est quoi le cycle DevOps, vite fait? Bon, il y a des gens qui connaissent très bien et des gens peut-être qui ne connaissent pas le terme non plus. Donc, si en fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va développer du code. Donc, on va écrire du code d'un programme qui fait quelque chose. On va même avant, on va décider qu'est-ce qu'on va écrire, on va y réfléchir. Et puis, quand on a décidé du code qu'on veut écrire, on va l'écrire. Et puis quand ce code a été écrit, vu qu'on veut le donner à des utilisateurs finaux, on ne veut pas juste l'exécuter sur son laptop, bon, on va peut-être le compiler, on va peut-être tester, créer de la documentation, on va le déployer sur une machine de production auquel les utilisateurs ont accès. Et puis ben, cette application va fonctionner, il faudra faire attention à la sécurité, faire attention à l'expérience utilisateur. On va peut-être aussi monitorer si les utilisateurs sont contents, pas contents, voir s'il y a des erreurs, faire des graphiques là-dessus. Et basé sur tout ce qui se passe en production, ben, on va se dire, ouais, il y a des choses à améliorer. Et donc, on va replanifier des changements pour faire une deuxième version de cette application qui marche mieux. On va faire les modifications dans le code, on va documenter les modifications, etc., etc. Et cetera. Et en fait, on peut faire le cycle énormément de fois, question d'améliorer le logiciel et que le logiciel soit de plus en plus efficace et satisfasse de plus en plus les utilisateurs. Et donc, ceci s'appelle le DevOps. Et ce que je vais montrer dans les différentes parties de démo, c'est que je vais d'abord commencer par générer du code, et puis je vais faire des cycles plus complets avec des choses un peu plus qui vont vers la production. Voilà. Alors, avant de continuer, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce que sont les agents. Parce que ça, on va devoir l'utiliser dans quelques minutes, où je vais utiliser le terme relativement souvent. Donc, pratiquement, on va développer du code avec de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai besoin d'une intelligence artificielle qui tourne quelque part.
C'est cette brique fondamentale qui permet de faire tourner des Large Language Models dans OCI, dans le cloud Oracle, s'appelle OCI Enterprise AI. Je vais le montrer dans 2 minutes. C'est juste une façon de démarrer ou d'utiliser de l'intelligence artificielle. Alors, Enterprise AI contient différentes choses, des modèles, comme on a vu les GPT, etc., qu'on a vu tout à l'heure, des Grok et compagnie, mais aussi des agents. Alors, c'est quoi un agent? C'est un programme qui utilise un large language model qui a une personnalité, qui va raisonner, on verra ça très bien dans la démo, donc qui va raisonner et qui a aussi accès à un certain nombre d'outils et il a aussi une certaine mémoire. Donc par exemple, dans le cas de notre agent de codage, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un agent de codage qui a une personnalité qui dit, moi je suis un agent qui aime bien coder du code, faire du code, et débugger du code, etc., etc. Il va raisonner sur quand il va voir son code, si ça ne marche pas, il va essayer de le corriger, il va essayer de faire différentes choses. On verra ça dans certaines des démos. Il va accéder à des outils. Accéder à des outils, ça veut dire par exemple simplement lire un fichier sur le disque dur de source code, modifier ce fichier, peut-être accéder à des outils qui sont externes, donc on verra ça tout à l'heure. Et il a aussi besoin d'une certaine mémoire, parce qu'en fait, il va lire plusieurs fichiers de source code et le programme peut être relativement grand, donc il doit faire des résumés dans sa tête de ce qui se passe et il doit se souvenir voilà, de ce qu'il fait. Et donc, en fait, il a une mémoire de tout ce qu'il est en train de faire. Donc, il va raisonner, il va avoir une mémoire. Et donc, OCI Enterprise AI permet de faire ça, donc d'avoir des agents. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser dans Klein, on va utiliser un agent. Alors, donc, Enterprise AI permet de créer ces agents, d'utiliser de façon complètement standard. Et vous allez voir, c'est la première chose que je vais faire dans ma configuration, c'est qu'en fait, la plateforme est complètement compatible avec OpenAI, donc avec ChatGPT. Donc, les API sont les mêmes que celles de ChatGPT. Ça s'appelle, le terme technique, c'est Responsive API. Ce qui fait que tous les large language models accessibles dans OCI peuvent être accédés comme si on accédait à OpenAI. Le système permet d'hoster des applications de façon managée, donc qui est faite pour vous. Et voilà, et possède énormément de features avec des outils pour rechercher sur Internet, pour exécuter du code, pour faire des choses dans la base de données. On n'utilisera pas ça aujourd'hui, mais ce que je veux vous montrer, donc il a des choses de mémoire, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'il a aussi un certain nombre de modèles euh, qui sont utilisables. Et ici, je vais utiliser un certain nombre de modèles pendant le développement de l'application. Je vais utiliser un modèle de XAI, Grok 4.3. Je vais utiliser des modèles que je vais importer, des plus petits modèles que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Donc je vais utiliser Qwen 3.6, je vais utiliser Gemma 4, qui sont des petits modèles que je vais importer sur un GPU et que je vais utiliser pour écrire du code. Question de tester pour voir ben, qu'est-ce qu'un petit modèle aujourd'hui arrive à faire déjà par rapport à avant, et vous allez voir que c'est déjà assez épatant. Alors, donc si je vais dans l'interface cloud, donc les modèles que je vais utiliser, comme je disais, Enterprise AI, ils se trouvent ici. Et donc je suis dans une home region et je suis bien à Londres. Et donc si je vais dans l'interface utilisateur, que je vais dans AI Analytics, je peux cliquer sur Generative AI. Et en fait, je vois la liste des features qui existent. Et ce que je peux faire, entre autres, c'est utiliser la même sécurité qu'OpenAI. Donc ça, c'est les API keys. Je peux importer des modèles. Hop, là. Euh, je peux importer des modèles. Je peux utiliser des modèles qui sont tout faits, qui sont installés. Mais je peux aussi importer des modèles qui viennent de Hugging Face. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et démarrer ça, par exemple. Ouf, là, je ne sais pas pourquoi il change. Et démarrer ça, par exemple, sur un cluster qui est en fait une partie d'un GPU ou des GPU qui sont réservés pour moi. Et donc, et pour ça, voilà, donc simplement en faisant clic, 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 next, 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 il y a moyen de déployer son propre modèle ou d'avoir une certaine capacité d'un modèle pour soi. Et donc, c'est ce que je vais utiliser pour ma première démo. Donc, j'espère que vous voyez Klein. Donc je suis bien dans l'application Hello World. Donc les démos sont longues. C'est des vraies démos en temps réel. Donc j'espère que tout marchera bien. On verra bien. Donc
Donc je suis dans l'éditeur de texte qui s'appelle Visual Studio Code. C'est probablement l'éditeur le plus utilisé aujourd'hui. Euh, et en fait, il y a des tas d'extensions dans ce Visual Studio Code. Et donc j'ai installé Cline, donc cette extension open source euh, pour nous aider à coder. Alors, si je vais dans Klein, en fait, je peux aller dans les settings. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré le modèle Qwen 3.6 qu'on a vu tout à l'heure qui tourne à Londres. Je l'ai déclaré comme un modèle qui est compatible OpenAI et j'ai fait le setup. Je vais vérifier qu'il tourne toujours. Donc, si je fais où, are you? Donc, si il est bien toujours démarré, que mes collègues n'ont rien changé. Donc, il me répond qu'il est Klein. En fait, on a un agent qui est en train de répondre je suis Klein et c'est ma personnalité. Je suis capable d'écrire du code, je suis capable d'exécuter des commandes CLI, etc. Il faut imaginer que Klein, en fait, utilise le modèle Qwen qui est derrière et Qwen, en gros, a perdu sa personnalité, n'a pas vraiment de personnalité, c'est juste un modèle de vraiment, on va dire, presque de l'intelligence pure. Et donc, ce qu'on peut lui demander à notre programme d'intelligence artificielle, c'est d'écrire du code pour nous. C'est de ça qu'on parlait. Donc, on va faire du vibe coding. Donc, on va lui dire, écris-moi un Hello World en Python et en Java et en Node.js et en Go. Donc, c'est différents langages de programmation et on lui dit, ben voilà, cher Large Language Model, toi qui sais faire des choses, peux-tu écrire du code dans ces différents langages? Et en fait, vous voyez, il est en train de commencer à écrire des fichiers. Donc, ce qu'on voit vraiment, c'est l'agent, il a une intelligence, il a des outils, le fait de pouvoir lire, écrire des fichiers, et il est en train de créer du code basé sur son intelligence. Et en fait, on voit ici, il a créé mes quatre Hello World dans les différents langages, ici en Go, ici en JavaScript Node.js, ici en Java, et ici en Python en quelques secondes. En fait, il peut même les exécuter, on n'est pas nécessairement obligé d'accepter. Euh, et quelque chose à faire toujours attention, quand un programme d'intelligence artificielle génère du code sur son propre laptop, c'est toujours peut-être un peu, pas toujours une bonne idée de le laisser exécuter. Ici, c'est des Hello World, on pourrait le faire, mais voilà, je vais pas le faire nécessairement. Et donc, il va me donner le résumé de ce qu'il a fait et la tâche qui est accomplie. Alors bon, voilà, c'est un exemple simple. On va faire un truc un peu plus fun. On va lui dire, ben voilà, donc tu sais écrire du JavaScript, etc. Ben, est-ce que tu pourrais pas me créer une application HTML avec du JavaScript et du Cascaded Style Sheet pour faire un Space Invaders? Donc ici, ben, on lance le truc. Vous voyez, il est en train de commencer à écrire des choses. Il a déjà créé un plan. Donc en fait, pour faire un Space Invaders, il faut un petit vaisseau qui bouge de gauche à droite. Il y a des aliens. Il faut pouvoir tirer. Il faut pouvoir faire un certain nombre de choses. Et vous voyez, en fait, il est en train de créer du code à une vitesse phénoménale. Il est déjà, c'est presque 700 lignes de code. Il a tapé du JavaScript dans tous les sens. Voilà, il est en train, il a fini déjà presque. Ouais. Et il me propose même d'ouvrir l'application. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on a vu ici, il a créé ben, une page HTML qui contient tout, qui contient le code Cascaded Style Sheet, qui contient plein de code JavaScript. Comme je disais, je ne vais pas rentrer dans comment le code a été écrit, mais comme vous voyez, c'est plutôt assez impressionnant. Et moi, je compare, donc j'ai donné, en dehors de mon travail pendant longtemps, des cours à des enfants qui étaient petits après l'école d'informatique, donc c'est quelque chose qui s'appelle Codeur Dojo, où en fait on apprenait aux enfants souvent à écrire des jeux. Et en fait, ce que lui vient de faire ici, c'est quelque chose qu'on demande à des ados. Et même, je ne suis pas sûr qu'un ado avec beaucoup d'expérience arrive nécessairement toujours à générer un programme aussi grand et avec autant de JavaScript du Cascaded Style Sheet. Donc, il a déjà fait quelque chose de relativement conséquent ici. Et en fait, donc, on va regarder le programme qu'il a généré donc d'un coup. Je vais demander d'ouvrir la page HTML. J'espère qu'il fait ça. Alors, oups. Donc, j'espère que vous voyez ce que j'ai sur mon écran. Voilà, donc il a créé le jeu Space Invaders. Je peux, avec ma souris, cliquer pour démarrer le jeu. Et voilà, donc je peux tirer. Il y a des petits bonhommes qui ressemblent à quelque chose. Et je suppose que si je me fais toucher,
À un moment donné, je perdrai des vies. Voilà. Et puis j'ai un game over. Donc en fait, il a créé une application qui est peut-être, de temps en temps, il va la faire mieux, de temps en temps, il va la faire moins bien, mais il a créé une application complètement fonctionnelle en quelques secondes. Euh, donc, ce que j'avais fait aussi, j'ai comparé Qwen 3.6 en les aidant un peu plus à créer des applications plus compliquées. J'ai essayé Grok 4.3 pour créer, lui demander de générer une application. En fonction du modèle, vous voyez, il génère des choses légèrement différentes. Ici, c'était Qwen 3.6, il avait généré avec, en lui posant plus de questions, il peut générer avec des explosions, avec un petit vaisseau spatial qui passe ici au-dessus. Ici, j'avais aussi généré avec GameMag 4. Oh, il n'est pas ouvert. Enfin voilà. Donc, il y a moyen de générer des applications très vite, et vous voyez, en quelques secondes avec de l'intelligence artificielle. Alors, retour dans la présentation, et donc surtout dans le lab. Donc, on a généré une application Hello World. Maintenant, on va rentrer plus et une application de Space Invaders. On va rentrer dans le cas base données. Donc, euh, j'ai un agent qui est capable d'accéder à des outils, mais en fait, je voudrais bien aussi qu'il accède à ma base de données. Donc, ce que je peux faire, c'est je peux donner à l'agent l'accès à la base de données en lui donnant accès à un outil. Alors, je ne vais pas rentrer trop loin dans les détails parce que j'ai un collègue, Olivier Pirard, qui va faire que ça dans l'heure suivante et des exemples bien, bien plus compliqués que ce que je vais faire maintenant. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, j'espère que ça va marcher. Donc, oui, voilà. Donc, mon icône base de données apparaît ici. Et en fait, dans ma base de données, je vais voir si la connexion fonctionne. Euh, Alors oui, je vois que c'est devenu vert. Et donc j'ai un certain nombre de tables qui sont ici, mais aussi j'ai des schémas qui sont dans la base de données plus loin. Et je voudrais bien, je ne comprends pas ce que les schémas font, je voudrais bien que l'intelligence artificielle m'aide à gérer ce schéma et peut-être pouvoir m'aider à écrire du code SQL, aider à écrire du code PL/SQL. Et donc pour ça, je retourne dans mon agent Klein et je vais lui demander. Je vais lui demander. Donc, si je vais aller comme si j'étais dans le lab. Donc, je retourne dans mon lab et en fait, j'ai une partie base données. Donc, la partie base données, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à Klein, on va lui rajouter un outil. Donc, en fait, ça s'appelle un serveur MCP qui s'appelle SQLCL pour se connecter à une base de données. Donc, il y a plusieurs versions d'SQLCL pour une version qui peut tourner sur votre laptop pour se connecter à une base de données locale ou une base de données on-premise. Une version qui existe dans le cloud pour se connecter à des versions dans le cloud. Version cloud fait un peu plus de choses, mais enfin voilà. En gros, le principe, c'est un serveur qui contient des outils pour faire des choses dans la base de données. Et donc, toujours, on va utiliser l'intelligence artificielle générique qui se trouve dans le cloud. Et donc, ce qu'on va lui demander, on va lui demander par exemple de générer de la documentation. Euh, voilà, et j'espère que ça va marcher. Si je lui demande de faire ça, donc je vais lui demander de faire ça, et pour pouvoir se connecter à la base de données, générer de la documentation sur mes données, il a besoin d'un outil. Cet outil, en fait, il est dans Klein, il est dans la liste des serveurs MCP, donc un serveur MCP est un outil. Et ici, j'ai configuré un outil SQLCL qui, lui, a un certain nombre euh, de méthodes ou de fonctions. Donc, on peut par exemple voir la liste des connexions vers la base de données qui existe, se connecter à une base de données, se déconnecter, lancer des commandes SQL, etc., etc. Et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que Klein, il ne connaît pas cet outil, il l'a jamais vu. Et en fait, il va lire la documentation qui fait partie du serveur MCP. Donc un serveur MCP, surtout la particularité que ça a, c'est que euh, c'est, il donne les outils, mais aussi il donne la documentation de ce serveur MCP, de tous les outils qui sont à l'intérieur de ce serveur, avec tous les paramètres, comment les utiliser, etc. Et donc l'intelligence artificielle va découvrir l'outil,
se dire, ah oui, finalement, je peux utiliser cet outil pour me connecter à la base de données et faire quelque chose et retrouver par exemple la structure de mes tables. Et puis euh, euh, il va générer ma documentation. Et donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je lui demande de générer la documentation. On va voir si ça marche parce que hier, pendant un de mes tests, ça n'avait pas marché. Ah ouais, je vois que... Vous voyez, en fait, il ne sait pas comment l'outil fonctionne et donc par défaut, là, il va essayer plein de choses différentes avant de... il a essayé l'outil de différentes façons. Les premières façons n'ont pas marché. Euh, vous voyez, en fait, il est en train de déconner, là. Ou pas. Et donc, en fait, il va lancer un certain nombre de queries automatiquement. Vous voyez, il a été récupérer toutes les données qu'il y avait sur les tables. Il a été récupéré les clés primaires, il a été récupéré. Et vous voyez, il a vraiment fait des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Il s'est adapté aux différentes euh, euh, aux choses qui se sont passées dans le monde réel. Et c'est assez impressionnant. Donc vous voyez, à la fin, il finit par dire j'ai créé il n'a pas encore fini, il améliore encore son résultat. Ok, bon, on va déjà voir ce qu'il fait ici. Ouais, il est en train de récupérer les premiers records de chacune des tables, question d'améliorer probablement la documentation et voir à quoi ressemblent les records de chacune des tables. Vous voyez, en fait, il a créé une première version et puis ici, il améliore son rendu pour enfin, faire une documentation plus précise. Donc, vous avez vraiment vu, ce qu'on voit vraiment, c'est que l'agent, il a une intelligence, il a une mémoire enfin, il fait du raisonnement pour faire la tâche auquel on lui a demandé. Et donc, vous voyez ici, donc on avait quand même une table qui est relativement conséquente. Je ne vais pas aller plus loin dans la démo parce que Olivier va faire des choses bien plus complexes que moi dans quelques minutes. Mais donc en fait, ici, vous voyez déjà, il a créé un fichier Markdown avec la liste des tables, en fait, même un graphique avec les tables. Moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, Gemma 4 et Qwen sont des modèles actuels qui sont sortis relativement récemment, qui font ce genre de choses très bien. Ils savent même voir des images, donc on sait même leur donner un graphique et ils savent créer une application basée sur ce graphique. Et donc, il a même créé une liste, un graphique concernant les tables, il donne des dimensions, etc. etc. Donc, voilà, c'est affolant. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin. Si vous suivez le lab en fait explique avant, après comment générer du SQL, du PL SQL basé sur cette documentation qu'on a fait. On va pas faire ça maintenant parce que voilà, je suis pas sûr que j'en aurai le temps. Je vais passer vers une autre démo. Donc, je vais passer vers une démo de l'engraphe de chat. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Euh, donc, on va passer vers, comme je disais tout à l'heure, on est dans un cycle DevOps. Et bon, ce qu'on a fait pour l'instant, on a généré du code. On a généré un Hello World, on a généré un jeu, un Space Invaders. On a généré la documentation d'une base de données, on aurait pu générer du SQL, etc. Mais maintenant, on va faire vraiment un programme. En fait, on a un programme qui existe, qui est déjà déployé dans le cloud, et en fait, on va vouloir le modifier. Vu qu'on ne l'a pas écrit ou qu'on ne sait pas comment il marche, on va dire que on va s'aider de l'intelligence artificielle qui nous explique ce que ce programme fait. Et puis, on va essayer de faire tout le cycle qui est ici. Alors le programme, il saute encore. Le programme il ressemble à ceci. Ça c'est moi qui vous explique avant, mais on va voir ce que l'intelligence artificielle va en ressortir en regardant le code. Donc en fait, on a ce setup où le programme est déjà déployé dans le cloud. Il tourne, il a un certain nombre on va dire, de microservices qui tournent dedans. Une partie avec un serveur web, une partie avec un serveur LangGraph, donc c'est un agent de chat. Et cet agent de chat, on peut discuter avec, je vais le démarrer, et il a des outils. Et la seule chose qu'il sait faire pour l'instant,
c'est récupérer la liste des départements. Donc, si je vais ici, donc, bah, d'ailleurs, ce que j'ai déjà fait ici, donc, je suppose on va réessayer ça. Donc, si je fais Get Departments, il est capable de récupérer, de se connecter à la base de données, donc de se dire, ah, bah, finalement, il faut que je me connecte à la base de données, récupérer des données d'une seule table qui contient 4 records dans la base de données, et c'est tout. Et donc ici, je suis dans un mode test de chat, voilà, où je peux voir, c'est discuter avec mon agent. Et donc, on va prendre cet exemple-ci et on va l'ouvrir. Euh, donc ici, donc on va l'ouvrir et ben, je vais continuer à utiliser mon Klein pour me connecter, pour voir ce que ce programme fait. Donc le programme, il est déjà ici, il a les différentes parties dont je vous parlais tout à l'heure, une partie base de données avec des fichiers SQL, une partie, voilà, toutes sortes de choses. On n'a pas nécessairement besoin de savoir comment ça marche, on va lui demander de nous aider à découvrir ça. Donc je vérifie que je suis bien avec le bon setup, je suis toujours avec le même modèle de langage. Et en fait, si je vais si je suis le lab, euh, donc je vais aller dans l'Anggraph, je vois bien qu'il génère la documentation de mon projet. Et voilà. Donc vérifier tout le code et générer un README et un fichier d'agent. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, je voudrais bien qu'il me génère deux fichiers de documentation. Une documentation pour les utilisateurs finaux et une documentation pour les utilisateurs, les développeurs techniques ou les agents qui sont en gros, qui font en gros le même boulot ici dans ce cas-ci. Et donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que ben, notre agent Klein va commencer à lire les différents fichiers qui sont ici. De temps en temps, il va faire une erreur parce qu'il essaye de lire un fichier comme il ne faut pas. Et puis, ben, il va lire encore un peu plus. Il a même déjà fini. Ouais, il écrit des trucs. Et donc, il va créer ces fichiers de documentation. Vous voyez, il écrit ça très très vite, du Markdown comme si c'était rien. Euh, Avec des graphiques, des directories, et des choses. Et donc, est-ce qu'il a fini? Voilà, presque. Il essaie de faire quelque chose qui ne valait pas. Et voilà. Donc, il me fait un résumé de ce qu'il a trouvé. Il a créé deux fichiers, un fichier pour les utilisateurs finaux, un fichier pour les agents. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est possible de créer cette documentation en vous aidant de l'IA. Et donc, par exemple, dans la version pour la version technique, vous voyez, il a créé un graphique. Donc, juste en lisant le code, il a compris qu'il y avait une interface HTML cascadée de style JavaScript qui se connecte via HTTP vers un serveur LangChain en graph qui fonctionne en React, qui se connecte en streamable HTTP vers un serveur MCP sous le port 2025, qui se connecte à une base de données Oracle avec la table depth. Et avec toute la documentation qui va avec, donc comment la table depth a été créée, les données qu'elle contiennent, les ports qui sont utilisés, etc., etc. La sécurité, parce qu'il y a de la sécurité avec OAuth dans cette application, la façon dont l'engraphe est initialisé, les connexions, les serveurs MCP, etc., etc., etc. Il a aussi créé une version simplifiée pour les utilisateurs, où en fait il n'y a plus ces histoires de ports et de... On voit juste qu'une interface HTML avec un agent, un serveur MCP et une base de données. Et en fait, on voit qu'il donne même la liste des ports ici dans une table. Et il dit que pour un utilisateur qui va développer, ben, c'est quoi, comment on fait pour l'installer. En fait, c'est quatre microservices qu'on installe de la même façon. Et voilà. Donc, ben, il était capable de nous donner cette documentation, donc c'est très bien. Mais ce qu'on peut lui demander de faire maintenant, c'est de modifier le code qui est devant nous. Donc, bon, si vous connaissez la table depth, vous savez aussi probablement qu'il existe la table emp qui va avec. Donc, dans le schéma de démo, il y a la table depth et la table emp, souvent. Et en fait, ce que je vais lui demander, c'est de rajouter la table emp dans le fichier où il y a En fait, je pense que je n'ai pas besoin de lui dire, il le trouvera tout seul, et de rajouter une méthode pour pouvoir récupérer cette table emp dans mon chat, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, je vais lui demander de faire ça.
Alors, vous allez voir, c'est quand même assez bluffant. Donc, le truc, on est avec un petit modèle de langage, déjà. Et en fait, vous avez vu en quelques secondes, il a généré cette structure SQL, il a généré le serveur MCP. Et quand je lui demande de voir les changements, on va voir ce qu'il a fait. En fait, il était capable de créer la table M de mémoire. Alors, moi, je serais curieux de connaître même un DBA Oracle qui sait que l'ID de Clark Smith, c'est 7367 et la date de création de tous ses utilisateurs, enfin, toutes les données, il les connaît par cœur. Comme la majorité des large language models connaissent beaucoup de code par cœur, hein, ils sont capables de sortir un code qu'ils ont lu quelquefois juste en le récitant. Et alors ici, il a aussi créé un client MCP, donc un outil MCP qui se connecte à la DB, avec le bon utilisateur password, qui lance un select statement, etc. Voilà. Il a fait ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de redéployer ça via Git. Donc, ici, la façon dont la démo est construite, c'est que je n'ai pas utilisé de produit spécifique pour faire mon DevOps. Donc, je n'ai pas utilisé des produits que tout le monde utilise tout le temps et que je vous conseille d'utiliser, du style de Jenkins, Jira, GitLab, GitHub, etc. J'utilise juste Git, question de montrer le principe, parce que je sais bien que tout le monde a ses préférences quand on fait du DevOps. Et donc, voilà. Donc, j'ai utilisé le programme de base Unix Git. Qui permet de faire les démos et de montrer le concept, le fait que l'IA peut nous aider euh, à développer. Et donc ici, donc voilà, j'ai poussé le commit vers mon serveur qui normalement est en train de faire le redéploiement. Et donc, si je tourne ici, normalement, je devrais pouvoir maintenant faire get employees. S'il a déjà redémarré, on va voir ça. Ah ouais, donc voilà, il a récupéré la liste des employés et puis il m'affiche voilà, les employés. Donc c'est une interface de test, mais voilà, ça me permet de montrer juste que notre serveur MCP fonctionne, que on peut lui demander, on va essayer de lui demander quelque chose de beaucoup plus compliqué et je suis même pas sûr qu'il va pouvoir le faire. On va essayer juste pour le fun. Donc si on lui demande par exemple des choses comme ceci. Donc, on va lui demander de gérer, de créer une application pour gérer un restaurant. Bon, alors on ne va pas lui donner trop d'informations. Euh, En fait, on va lui donner quand même un certain nombre de choses parce que pour implémenter un serveur MCP, il faut le faire convenablement. Il faut faire attention aux dates, sinon l'agent et le serveur MCP ne vont pas être très d'accord de la façon de faire les choses, mais on lui demande de créer quelque chose pour gérer un restaurant. Et alors, en fait, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Je ne lui ai pas dit qu'il fallait créer un menu, je ne lui ai pas dit qu'il fallait créer des bookings, je ne lui ai pas dit qu'il fallait créer des tables sur les allergies, mais en fait, il crée des tables, il a deviné les noms, il a créé des inserts dans ces tables pour donner des exemples pour pouvoir utiliser. Il est en train de créer la liste des services ou des outils que mon agent va pouvoir utiliser. Et vous voyez, en fait, ici, je suis en train de créer un agent IA avec un autre agent qui est en train de m'aider vraiment à générer tout le code. Voilà, et il a généré toute une partie de choses pour gérer ce restaurant. Alors, ah oui, il a même rajouté des requirements dans Python. Et puis, il est en train ouais, de peaufiner son code. Je suppose vérifier de voir s'il marche. Faire attention au format de date. Oui, vraiment, il est en train de faire des choses rapidement et ça a l'air bien. Bon, alors, à savoir, donc, quand vous lancez ce genre de test, en fonction du large language model, en fonction de choses et d'autres et des mots que vous allez utiliser, de temps en temps, l'exemple va marcher, de temps en temps, il ne va pas marcher. Ça, c'est toujours un peu difficile à dire. Mais bon, voilà, après un certain temps, normalement, il devrait finir à écrire son code. Et donc ici, il veut vérifier si le code Python a une syntaxe correcte. Bon, je vais le laisser faire. Donc, il va lancer une commande, normalement, la syntaxe est OK.
Ok, il faut encore vérifier de façon différente. Ah, il n'est pas sûr. Ouais. Voilà. Et donc, comme vous voyez, hein, il essaye toujours de plusieurs façons. C'est vraiment un agent. Il essaye de plusieurs façons jusqu'à ce que ça marche. Et donc, en fait, il a généré ces tables. Il a généré ce serveur MCP. Et donc, on peut essayer, par exemple, de le déployer. Ce que je vais faire ici, je vais pousser tout ce code vers mon serveur Git et il va redéployer ça vers mes microservices. Et donc, on peut essayer aussi de voir ce qu'il a fait. Donc, si je fais View Change, en fait, on voit que dans le fichier SQL, il a rajouté une nouvelle table pour le menu, il a rajouté ses exemples, il a rajouté des allergies, il a rajouté quelque chose pour faire du booking. Ah oui, voilà, John Doe qui a une allergie de noix. Et puis, il a rajouté des fonctions dans le serveur MCP, donc il a rajouté beaucoup de code, de la documentation, voilà, etc., 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 etc. Donc, on va voir si ça marche. Euh, Voyons. Donc, si je retourne dans mon browser et je retourne dans mon interface utilisateur ici, je vais. euh, il a l'air d'être démarré. Donc, je peux lui parler. Donc, je vais essayer de dire hop, là. Quels sont les outils qui sont à ta disposition? Hop, pourquoi il saute? Ah oui, donc en fait, il a créé, on voit la liste des outils. Donc, les outils, c'est l'envoi de mail, GetEmp, GetText, etc. Le menu, on peut réserver. On peut aussi demander. Peux-tu. Hop, là, je sais pas pourquoi il saute tout le temps. Peux-tu me montrer le menu du restaurant? Euh, et donc pour faire ça, si ça marche, normalement il doit se connecter à la DB et récupérer le menu du restaurant. Et bon, voilà ce qu'il est en train de nous montrer. Donc, en fait, ici, vous avez vu, on a créé une application, des outils. En plus, il fait même attention aux allergies que j'ai parce qu'il a vu que j'avais des allergies aux noix et aux crustacés. Donc les plats à exclure en fonction de ce que j'ai. Donc il a fait, vous voyez, il est toujours en train de faire de la réflexion. Il a accès à des outils, mes allergies, il a accès à des outils, le menu, il est capable de faire le mix des deux, de créer une réponse complètement customisée par rapport à ma question. Alors, voilà, donc ça c'était les démos sur LangGraph et LangChain. Euh, les démos sur le code. Donc en fait, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'en fait, on avait une version du code, on a regardé ce qu'elle faisait, il nous a généré de la documentation, et puis on a dit on va rajouter une table emp, et puis ben, on a vu que ça marchait, puis on a dit ben, rajoute-nous quelque chose pour gérer un restaurant. Il a rajouté tout ce qu'il fallait, et puis on a testé, ça fonctionnait, et donc peut-être qu'il y a des erreurs, et s'il y a des erreurs, ce qui arrive régulièrement, ben, on peut demander à l'agent ou au vibe coding agent de modifier le programme pour nous. Alors, ou de corriger. Euh, donc, étape suivante, en fait, je vais vous montrer dans les quelques minutes d'autres choses. Par exemple, si je continue dans le lab, euh, ah non, il est ici. Si je continue dans le lab, en fait, j'ai une partie DevOps. Et donc, une partie DevOps, en fait, bon, on a déployé cette application, on l'a modifiée, etc. Mais ce qui aurait été bien, et en fait, ce qui s'est passé, sans que vous le sachiez aussi de base, on a des agents j'ai installé des agents, des petits agents qui sont aussi Klein, qui tournent sur mon setup de DevOps. Et en fait, chaque fois que j'ai fait un push vers mon serveur de source code, ben, il a créé de la documentation et il a créé de la sécurité. Et donc, en fait, j'ai de la documentation qui est créée automatiquement. Il va faire des choses automatiquement pour moi. Il va aussi monitorer les logs de façon automatique. Et l'intelligence artificielle va détecter si j'ai des erreurs, quelles erreurs, est-ce qu'il faut que je les rapporte, est-ce que je crée un SR pour ça. Et donc, j'ai ces process qui sont là. Si vous voulez enfin, tester le lab vous-même, vous verrez ça probablement plus en détail. Mais je vais déjà le montrer ici. Donc, hop. Donc,
Ouais, donc, si je vais dans ce que j'ai, les tests que j'ai fait tout à l'heure, si je vais dans mon terminal, oui, quel est mon terminal? Si je ferme ça, il revient. Terminal. Oui, je ne vois plus un nouveau terminal. Mais bon, tant pis, je ne le vois plus, il est parti. Bon, en fait, chaque fois que j'ai fait un commit, il a fait il a créé des fichiers et des fichiers de documentation et de tests. Et en fait, je peux aller dans un des directories où il a créé ces fichiers. Et en fait, je peux voir que il a créé, par exemple, pour le menu qu'on a créé tout à l'heure, ben, en fait, il a reçu le commit. Il a vu que il a rajouté. Donc ça, c'est un test que j'ai lancé hier parce que je vois pas la ligne qu'il a rajoutée aujourd'hui, mais bon, voilà. On pourrait le voir aussi. Et en fait, il a créé de la documentation qui dit que il a rajouté un certain nombre de tables. Il a rajouté un nouveau serveur MCP qui contient ce nombre de fonctions, pourquoi les changements ont été faits, etc., etc. Donc, il a créé de la documentation automatiquement. Et il a créé aussi un résumé de sécurité pour voir si, il y a des choses bien ou pas bien qui ont été rajoutées. Hier, pendant que j'avais fait le test, en fait, il avait aussi rajouté un numéro de téléphone bidon. Donc, en fait, on va voir que euh, il a rajouté donc les tables. Il considère que on a rajouté des tables, ça va. Le risque est médian. Donc, il y a pas de passwords qui ont été stockés dans mon code. Il n'y a pas de SQL statements qui sont problématiques. Mais par contre, il y a des informations personnelles avec un numéro de téléphone qui était stocké dans la table. Donc, ça, c'est quelque chose à faire attention. Euh, bon, voilà. Et puis, etc., etc. Donc, il a vraiment créé un rapport de sécurité qu'on pourrait réutiliser pour améliorer le code après. Ce que j'ai fait aussi, et je vais, dans les 2 3 minutes qui me restent, je vais aussi montrer, donc il fait du monitoring. Donc en fait, le monitoring, la façon dont ça se passe, c'est que donc, au début, l'AI n'a jamais vu les logs, c'est des programmes qu'il ne connaît pas. Et en fait, il va voir les logs et il va d'abord essayer de les classifier avec des expressions et voir si c'est des patterns qu'il a déjà vus. Si c'est un pattern qu'il a déjà vu, il ignore. Et si c'est un pattern qu'il n'a pas encore vu, ben, on l'envoie à l'intelligence artificielle pour dire est-ce que cette ligne est sûre ou pas sûre. Et puis si l'intelligence artificielle revoit la même ligne un certain nombre de fois, il va dire, bon, cette ligne-là, on peut l'ignorer, c'est pas grave. Et donc, on va chaque fois envoyer ces lignes vers l'intelligence artificielle pour classer les logs pour voir quand une erreur arrive et peut-être créer un service request de façon automatique. Et si vous regardez le fichier après un certain temps, ben, en fait, il n'appellera presque plus jamais l'intelligence artificielle que jusqu'au moment où il y a des erreurs dans le fichier log. Alors, ce que je vous montre ici, c'est des tas d'exemples euh, qui ont été faits sans produit avec les commandes de base dans Unix. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser des produits professionnels. Par exemple, ici, par exemple, pour le monitoring, on a aussi OCI Log Analytics qui fait ça complètement automatiquement, qui fait aussi de la corrélation entre les fichiers de log. Donc, s'il y a une erreur qui se passe dans la base de données en même temps que le serveur MCP, en même temps un autre programme, il fait la corrélation entre tout ça, il va utiliser de l'intelligence artificielle entre tout ça. J'avais aussi un autre use case, mais je ne vais pas aller dans les démos de ça. Donc, j'avais aussi un autre cas, donc c'était dans toutes nos pérégrinations autour de DevOps. Ben, disons que j'ai mon application que j'avais tout à l'heure et j'ai une ancienne application que je voudrais transformer en chat. Ben, comment est-ce que je peux faire? Et est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle pour faire ça? Une des façons de faire, c'est de dire à l'intelligence artificielle qu'elle lise les 2 applications, génère des spécifications et génère un plan de migration. Et après ça, ben, on peut migrer l'application, ou elle va nous créer un plan pour migrer l'application bien précis avec différentes étapes. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon heure. Donc, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est je vous ai montré qu'on a un terme vibe coding qui date de mars 2025, qui est relativement récent, qui est même très récent, qui permet et qui montre qu'on peut déjà utiliser l'AI pour nous aider dans le développement en utilisant du langage naturel pour écrire du code. Et donc, le langage naturel devient presque une façon d'écrire des programmes. Ce qu'on a utilisé, on a utilisé OCI Enterprise AI
avec sa compatibilité OpenAI pour avoir l'intelligence de base, donc l'intelligence pure, le Large Language Model. J'ai utilisé Qwen 3.6 et à un moment donné, je pense Grok aussi et Gemma, on n'a pas eu le temps de le voir pour générer ce code, mais voilà. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que toutes ces intelligences artificielles ont des personnalités légèrement différentes. Par exemple, Qwen parle beaucoup, Gemma est beaucoup plus concis. Donc, personnellement, je préfère un peu Gemma où les sorties sont plus simples. Et alors, en fait, on a fait un certain nombre d'exemples où en fait, on a généré du code, on a généré un Hello World, on a généré un jeu vidéo de Space Invaders, on a généré de la documentation de base de données où il s'est connecté à la base de données, où il a récupéré toutes les tables. On aurait pu générer du SQL et PL/SQL comme Olivier va faire maintenant. On a fait des cycles DevOps complets avec différentes choses. Et voilà. Donc, j'espère que c'était intéressant.